You want Philly? Yeah, let's do it. Do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly, épisode 140, épisode débrief de draft, épisode évidemment spécial puisque nous n'avons pas fait de preview de draft. Je préfère vous le dire tout de suite. Pourquoi on ne l'a pas fait? C'est parce qu'en fait, Howie Roseman avait déjà envoyé tous les choix à Loïc. Du coup, c'était un peu dur pour nous de faire une preview parce qu'on connaissait déjà tout ce qui allait arriver, parce que vous savez que la NFL est écrite à l'avance, évidemment, et que rien n'arrive en live. Voilà, donc on a préféré faire le débrief après. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai avec moi Eagles FR, François, qui est là. Salut à toi, François. Salut Victor et salut à tous. On n'est que deux. Oui. Parce que Loïc est occupé par le travail et que Grégory doit être le seul présentateur télé qui ne s'intéresse pas aux gens qui ont moins de 25 ans. Bref, écoute François, on va parler de cette draft évidemment qui a fait beaucoup parler parce que encore une fois, là on voit partout les Eagles, top 5 de la draft, oui est un génie, blablabla, blablabla. Il y a eu des sites qui ont compilé un peu les notes et les Eagles sont en gros top 5. Je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Je pense que peut-être que toutes ces drafts réussis de Howie font que des gens surestiment parfois un tout petit peu Howie, qui reste un des meilleurs general managers de la ligue, mais bon. Et en 31e choix, nous avons donc recruté Jihad Campbell. Alors, évidemment, sachez que j'avais une quarantaine d'idées de titres de ce podcast qui nous aurait fait cancel. Voilà, j'y ai renoncé à mon grand désespoir, mais bon. Jihad Campbell, donc linebacker / edge, joueur un peu hybride d'Alabama. Top 15 talent, je pense que c'est universellement reconnu. Pourquoi il est en 31? Pour deux raisons. Parce qu'il a un poste qui n'est pas forcément le plus valuable, comme on aime le dire, pas forcément le plus considéré, le poste de linebacker. Et également parce qu'il y a des problèmes de blessure, notamment il s'est fait opérer d'une épaule et se pose la question d'une opération de l'autre épaule et éventuellement d'une indisponibilité au début de la saison. François, le Jihad, pour ou contre? Moi, la question, c'est est-ce que Jihad Campbell va terroriser les défenses adverses, Évidemment. les attaques adverses? C'est un joueur explosif, rappelons-le. Un joueur explosif qui risque d'instiller beaucoup de peur Évidemment. à nos adversaires. La première chose, c'est que je pense que le pic de Jihad Campbell est une des raisons pour lesquelles tu as parlé du fait qu'on était top 5. On viendra ensuite sur le reste de la draft, mais tu as dit c'est un top 10, top 15 qu'on prend en 31. Et je pense là du coup à raison que c'est un des trucs qui dit ah ouais, ils ont encore réussi à se taper un top 15 talent au 31. Ils avaient tapé un top 3 avec Jalen Carter. L'année dernière, ils avaient un top 10 avec Quinion Mitchell. Donc il y a ce storytelling qui là du coup est vrai. On viendra après sur le suite de la draft sur laquelle il y a du bien et du moins bien. Là clairement c'est un talent. On avait deux raisons pour lesquelles on ne l'avait pas dans le scope. Le premier, c'est que c'était un linebacker. Le deuxième, c'est que honnêtement, il n'y avait pas une mock, sauf une. Il n'y avait quasiment pas une mock qui le mettait derrière le top 20. Et il y a un mec, Daniel Jeremiah, la veille de la draft, qui fait tiens, Jihad Campbell, il pourrait peut-être aller chez les Eagles. Ce qui semblait un peu what the fuck. Conclusion, souvenez-vous de bien écouter Daniel Jeremiah. C'est pas la première année qu'il est spot on. Pour ceux qui ne savent pas, il a fait partie du staff des Eagles. Il a travaillé beaucoup avec Howie Roseman, donc évidemment, il est bien connecté. Et maintenant, moi, j'adore ce pick. J'adore ce pick pour deux raisons. La première, c'est que
combien de fois on a dit « Oh oui, il a des principes et à des moments, c'est presque chiant parce qu'il n'en bouge pas », qu'il a drafté, on va y revenir, mais quand même un linebacker, un off-ball linebacker, on va voir à quel point il l'est. Mais en tout cas, il est allé sur un linebacker après avoir signé Zach Bone et après avoir prolongé pour 20 millions Saquon Barkley. Et ça montre bien que Howie Roseman, il a l'air d'écouter quand même son coordinateur défensif. Parce que quand on regarde Jihad Campbell, tu dis, tiens, Jihad Campbell dans la défense de Vic Fangio, ça pourrait quand même être marrant. Et c'est un truc qu'on va retrouver dans la draft, mais rien que le fit et la polyvalence, bah voilà, tu dis, à partir du moment où une équipe de notre niveau peut s'asseoir sur avec quoi les 3-4 premiers mois et peut-être que la première année, il ne sera pas où il est. Donc, il y a un gros si. Et si tu es prêt à t'asseoir là-dessus, il y a un talent qu'on n'avait aucune raison de toucher si tard dans la draft. Je suis assez d'accord. Même s'il est blessé au pire, si Dean et lui sont blessés une grosse partie de la saison, tu as quand même Bone, Trotter, Mondon, on va y revenir, et Van Sumeren. Quand on sait à quel point Fangio est doué avec les linebackers, ça ne me fait pas peur. Et ça, c'est un point très important que tu as dit, c'est le développement des linebackers. Zach Bone, s'il est candidat au défenseur de l'année, c'est pas pour rien. Et vous pouvez prendre plein d'exemples dans la carrière de Fangio. Si je me limite aux exemples récents, Van Ginkel, il y a un avant et un après Fangio. Donc, les linebackers, ça a toujours été son dada. Ça a toujours été le poste qu'il sait le mieux développer. Et je pense que Jihad Campbell, il a un profil à la Zach Bone et que dans 2 ans, 3 ans, Zach Bone, il sera plus là. Il a un certain âge, ou en tout cas, il sera peut-être plus à son prime. Et Jihad Campbell va prendre la relève. On verra ce qu'il en est des blessures. Parce que, par exemple, Nakobe Dean, il était tombé au 3e tour. Tout le monde a dit il va être opéré du genou, il va louper un an. Il n'a jamais été opéré du genou. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire il a été blessé, mais il a été blessé sur des trucs qui n'ont rien à voir. Il s'est cassé le pied. Bon, il s'est cassé le pied. Mais son genou, qui était soi-disant pourri, qu'il fallait absolument qui pourrait pas avoir de carrière NFL. Voilà, qu'il allait louper un an, etc. Ça fait 3 ans qu'il joue et 3 ans que son genou tient. Bon, son pied n'a pas tenu la même chose, mais c'est un autre problème. Surtout le lisfranc, c'est pas un truc qui est fragile et c'est juste tu te pètes le lisfranc, c'est pas de bol et c'est très chiant. Parce que ça, c'est vraiment un truc pour ceux qui n'ont pas suivi. Le lisfranc, c'est pas les ligaments. Nakobe Dean, il ne sera pas là en septembre. S'il est là en décembre, c'est déjà super bien. Ouais. C'est vraiment une des pires, avec le tendon d'Achille, c'est une des pires blessures. Bon. Ouais, et c'est une des blessures, non mais c'est important parce que c'est une blessure sur laquelle on n'est pas sûr de l'état dans lequel il reviendra. Et je pense que c'est quand même important d'insister là-dedans parce que je dis souvent que oui, il draft avec 1 an d'avance et qu'il n'hésite pas à drafter sur. Donc là, c'est regarder 2026. Honnêtement, on va voir à quoi ressemble Jihad Campbell. Puis on a 1 an du coup. Mais du coup, ça permet, j'allais dire, de se donner une porte de sortie sur Nakobe Dean sans stresser. Et cette année, tant mieux si Nakobe Dean revient même plus tôt, tant mieux si Jihad Campbell est là, vaut mieux avoir des problèmes de riches. De toute façon, c'est une perspective qu'en 2026, peut-être que Nakobe Dean partira. Et on aura toujours Zach Bone et Campbell. Et voilà, ça fait une belle continuité. Comme tu l'as dit, les postes de linebacker, à la fois Vic Fangio les développe et à la fois c'est le cœur de son schéma défensif. Là, imaginez une paire Bone-Campbell, c'est quand même assez sexy. Surtout que les deux ont des polyvalences à la fois un peu similaires et en même temps un peu différentes. On peut le dire, Campbell, il était edge en sortant du lycée. Il a été recruté à Bama en tant que edge. Il a glissé en off-ball linebacker parce que Bama est tellement riche qu'il y avait trop de edge. Il se trouve que quand tu regardes son physique, je trouve qu'il a le physique parfait pour un linebacker, pas pour un edge. Mais par contre, est-ce que ça va être un Micah Parsons comme ça a été cité? C'est quand même le truc qu'on a le droit de kiffer, mais sans aller jusque-là, avoir un linebacker extrêmement polyvalent qui est capable de rusher, c'est quand même un truc qu'on sait que Vic Fangio adore et qui va extrêmement bien dans notre schéma défensif. Non, je suis assez d'accord avec ça. Et
Je trouve que c'est assez incroyable ce qu'on est en train de voir parce que il y a encore quelques années, il y a encore 2 ans, on disait que oui, au premier tour, c'était les lignes et éventuellement les receveurs, que jamais il y aurait de linebacker, que jamais il y aurait de safety. Les premiers et deuxième tours, on va y venir, hein, mais des 2 dernières années, c'est cornerback, linebacker, safety. C'est quand même. Et c'est on a quand dit même qu'ils incroyable. payaient jamais de gros contrats des linebackers et des running backs. Non, mais c'est ça. Donc, il y a vraiment un changement là-dessus. Enfin, en tout cas, en tout cas, Jihad Campbell, c'est vraiment. On, en 31, avoir un joueur qui a un grade de premier tour, alors que honnêtement, dans cette draft, il y en avait au maximum une quinzaine, c'est assez incroyable. On va voir ce qui se passe, mais en tout cas, c'est fou. Et la dernière chose, j'ai vu des gens dire « Oh là là, oui, il a loupé un pic parce qu'il a trade du 32 au 31 ». C'est les mêmes mecs qu'on dit qu'on avait waste un pic parce qu'on avait trade du 10 au 9 pour Jalen Carter et qu'on s'est rendu compte derrière qu'il y avait 4 équipes qui avaient appelé pour le 9. Quand vous tradez du 32 au 31, vous n'avez pas peur de Kansas City puisque c'est eux qui vous trade 2 pics. Donc, par définition, s'ils voulaient prendre, ils l'auraient pris. Vous avez peur d'autres équipes qui pourraient tenter de vous court-circuiter. Et on a vu dans la draft après qu'on s'est fait court-circuiter 2 ou 3 fois. Et les Chiefs à côté, et par contre, pour une équipe comme les Chiefs, qui ont vraiment leur joueur cible, à partir du moment où tu t'entends et que tu fais confiance entre les 2 GM et que tu dis écoute, tu veux quoi, un offensive tackle, je te le prendrai pas, laisse-moi passer. Les Chiefs, ils étaient sûrs qu'ils avaient leur offensive tackle, ce qu'ils ont pris juste derrière. Donc c'est aussi, je pense que c'était le move à faire. On peut quand même rappeler, je pense que les sources sont assez fiables sur le fait qu'on avait un trade quasiment fait pour monter en 22, Oui. qui n'a pas été exécuté, validé. C'est là où le truc n'est pas tout à fait clair. Et a priori, c'était pour aller chercher Jihad Campbell. Oui. Trader du 32 au 22, ça nous aurait coûté a priori, je pense, 3e tour de cette année, sûrement un 3e ou 4e de l'année prochaine. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est dur de mettre au bénéfice de Howie puisqu'il était prêt à lâcher 2 pics de plus. Et donc j'allais dire que la chance nous a souri là-dessus, parce que ça aurait quand même coûté très cher ce trade-up. Donc un peu de chance fait pas de mal. La chatte à des dèches comme pour petit hommage à Greg. Tant mieux pour nous, ça montre en tout cas qu'ils avaient une extrêmement forte opinion sur Jihad Campbell, puisqu'ils étaient prêts à aller le chercher en 22. Ouais, mais je sais pas si c'est passé au 22, parce que l'horloge des Chargers tombe à 0. On reste à 0 pendant 1 minute 30 pour qu'après on nous annonce un pick easy. Entre guillemets, jamais ils ont pick dans les temps, mais bon, ça au pire. Pas très grave. Voilà. Mais je sais pas, il s'est passé un truc bizarre du côté des Chargers. Bon, bref. On voulait monter au 22. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que souvent, quand il y a les trades, c'est vrai que ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils se donnent les pics entre eux. Ils se donnent les pics entre eux et en soi, vous pourriez toujours mentir. Mais si vous mentez, votre crédibilité pour les années d'après, plus personne va vouloir trade avec vous parce qu'ils savent que vous n'êtes pas fiable. Donc évidemment que les mecs, eux, ils ont leur linebacker, ils ont Nick Bolton, ils ont Léo Chenal, ils ont tout ça. Ils voulaient Simons, ce qui fait sens, hein, ils ont un besoin de tackle. À partir du moment où oui, leur dit non, moi je prends pas Simons, je prends un linebacker. Très bien, vas-y. Hein. Eux, ils ont le joueur qu'ils voulaient avec un 5e tour en plus. C'est ça, exactement. Donc ils ont eu évidemment raison de faire. Donc ça, c'était le premier tour. Au deuxième tour, les Eagles ont décidé de partir sur un safety. Andrew Mukuba, le safety de Texas. C'est rigolo, c'est que les safeties, d'un safety à un autre, on ne peut pas vraiment comparer parce que c'est très variable le post safety. C'est-à-dire qu'il y a des safeties qui sont faits pour jouer dans la boîte, des safeties qui sont faits pour jouer en couverture, des safeties un peu plus mixtes, etc. etc. Mukuba, pour faire simple, c'est une sorte de, pour moi, c'est un beau bébé athlétique qui peut jouer safety, qui peut jouer slot cornerback. C'est surtout, et c'est là en soi où il remplace CJ Gardner-Johnson pour moi, c'est un aimant à ballon. C'est un excellent intercepteur de ballon. Vraiment.
Ouais, 5 interceptions en 2024. Hein. Oui, C'est ouais, mais une même, belle il peut en victoire. faire plus que ça. Il est Ouais, vraiment très bon, très intelligent. Par contre, défense de course et plaquage, va falloir bosser. Donc, c'est pour ça que, pour moi, je vais pas mentir, j'avais quelques safety un peu au-dessus. Enfin, j'avais un safety bien au-dessus, Winston, mais il y avait le côté red flag médical où je sais pas Mm. comment se sont passés non plus. C'est parce qu'on sait que il a été choisi quand même bien plus tard. Donc, je me demande si médicalement c'était tout clean aussi. Mukuba, il y a un peu le côté gros risque, grosse récompense. Parce qu'il y a des aspects qui doivent être travaillés, mais ça reste quand même un playmaker potentiel assez extraordinaire. Ouais, je pense que je vais commencer par le positif. Je pense que Mukuba, il a un avantage par rapport à la classe de safety qu'il y avait et il a un avantage. Et en effet, c'est un aimant à ballon, c'est un excellent défenseur en couverture. Et donc, cette expérience de slot cornerback. Et donc, voilà, l'analogie, elle a été faite, elle sera faite. Il a un profil à la Gardner Johnson, y compris dans ses défauts. Hein. Et donc, ce côté de très bon défenseur à la course. Et honnêtement, enfin, voilà, c'est ultra naturel. Alors, il va falloir qu'il se batte pour sa partie. Mais pour le positif, tu dis, ah, ok, ce mec-là, il est fait pour remplacer Gardner Johnson. On avait dit qu'on avait Sidney Brown, mais il ne faut pas oublier que Sidney Brown, l'année dernière, il était derrière McCollum dans la depth chart. Donc, je pense qu'il n'y a pas un grand amour de la part de Fangio. Donc, c'était un need. On a le profil qui, a priori, va bien. Oui, c'est pas le meilleur pour la défense à la course et pour le plaquer. Mais en même temps, je pense qu'on a les autres joueurs à côté pour. Il va falloir qu'ils progressent quand même parce que sinon, à des moments, on va prendre cher. Et c'est le profil qui va bien. Je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, puisqu'on a échangé pendant la draft. Moi, ce qui me gêne, et tu l'as un peu mentionné, c'est de le prendre au 64. Alors, disclaimer, hein, tu sais jamais ce qui se passe. Hein, ça se trouve, en 65, ils allaient le prendre. Mais il y avait d'autres safety, et la question, il y avait aussi d'autres joueurs et d'autres positions. Donc, on pourra dérouler la draft après, sur lesquels, honnêtement, on aurait dû aller prendre. Alors, il y avait eu un rush de Titan juste avant. Hein. Il y a eu un rush de Titan entre le 40 et le 55. Mais ça fait un peu reach pour le joueur qui, honnêtement, tu t'attendais pas à ce qu'il sorte si tôt. Ça fait un peu reach sur la position. Et surtout, tu te dis, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un joueur, peut-être pas lui, mais peut-être équivalent en 96 et peut-être aller chercher une position ou un joueur dont on n'a pas trouvé d'équivalent derrière. Moi, voilà, c'est sur le process, on va voir hein, sur la suite de la draft, où je suis un peu perplexe. Par contre, il a le profil pour jouer, donc comme on est quand même une équipe avec un roster très riche, voilà, évidemment, on jugera hein, en fonction de s'il joue, mais s'il joue et qu'il devient starter en safety, bon, c'est que c'était un bon pick. Mais il y a le risque. Je suis d'accord. Après, tu vois, bon, ça ne fait pas tout, hein, mais le fameux score athlétique, tu vois un Giat Campbell qui est à 9,88, tu vois quasiment tous nos joueurs sont au-dessus de 9. Il y Ouais. a McWilliams, on en parlera, qui est à 7,5 et Mukuba, il est à 5. Ouais. Avec notamment, alors bon, ok, une petite manque au niveau de la taille et tout, mais ça au pire pour un safety, c'est pas grave. Mais surtout au niveau des ateliers d'agilité, des 3 cônes et tout, c'est là où il a été moyen. Et ça m'embête un peu plus pour un safety. Ouais. Et encore plus pour un slot. Quand je vois que derrière, ça prend quelques pics après, Princey ou Mielen en defensive end, Chavon Revel en cornerback. Bon, les Niners ont pris Nick Martin, comme quoi il est pire que nous. Mais je vois ce type de joueur, je me dis, bon, je sais pas. Je sais pas. Après, c'est pas un mauvais pic. Est-ce que c'est un bon pic? À voir. Honnêtement, à voir. Moi, c'est pour ça que côté les Eagles sont top 5, A+, tout ce que tu veux. Bon, à voir. Ah, je suis pareil. Encore une fois, hein, si tu regardes en 96, d'ailleurs, les Falcons récupèrent Xavier Watts. Après, t'aimes pas, mais il y a Watts, peu. j'avais un peu de mal. Mais tu as peu de safety qui sont sortis. En tout cas, mon truc, c'est que tu as Winston qui sort, tu as Sanker qui sort, et voilà, tu n'as pas grand-chose qui bouge, alors que sur d'autres postes,
Sur d'autres postes, il y a du rush, notamment en edge, notamment en offensive tackle. Bon, je pense qu'on a appris à être exigeant parce que l'année dernière, notamment, OUI a magnifiquement lu toute la draft. J'ai tendance à penser que là-dessus, et on va le voir sur la suite, il est un peu passé à côté, et c'est là où je te rejoins. Après, il y a un truc par contre, c'est que ce qui est sympa, c'est que tu sens que c'est des pics défensifs, et on va le voir pour les autres, compatibles avec Vic Fangio. Jihad Campbell, on l'a dit en longueur. Là, tu dis, ah ouais, ok, Vic Fangio, il a besoin d'un safety qui a quand même un gros range en couverture. Tu as besoin de quelqu'un qui soit ce safety-là de couverture à la passe. Ça a super bien marché avec Gardner Johnson. Ouais, ça fait sens. Et là, tu sens que, en tout cas, l'alignement avec Vic Fangio, qui est un défensif coordinateur dont on a déjà parlé sur le podcast, on sait qu'on va le garder longtemps. Et ça, c'est sympa de pouvoir construire une défense où on sait que c'est une défense avec la vision de notre Fangio qu'on aime tous. L'avantage, c'est qu'on a 10 starters sur 11 qui sont signés pour 50 ans. Donc, en attaque, je parle. Donc, on n'a pas forcément besoin de recruter en attaque. Je crois d'ailleurs que c'est au 4e tour. C'est Jane Travis, je crois, qui avait fait une visite chez nous, qu'on se fait piquer et juste derrière. C'est à lui que je pensais. Et juste derrière, oui, trade back, ce qui est quand même un aveu d'impuissance. Hein. C'est un aveu de on s'est fait baiser. Après, il y a aussi un truc où apparemment les GM sont devenus un peu frileux aussi à échanger avec les Eagles. Donc, c'est sûr que c'est sûrement moins facile pour oui de trade comme il faisait avant. En tout cas, de trade up, parce que trade back, putain, ça, il sait encore faire. Il l'a fait 14 fois dans cette draft. D'ailleurs, petit aparté, on n'a pas de 3e tour, ce qui me permet quand même de dire que l'année prochaine, la draft, on va bien la vivre, hein, puisque pour l'instant, sur le papier, on a un 1er tour, un 2e tour, 3 3e tours, avec celui des Jets pour Reddick et le compensatory pour Milton Williams. On a 2 4e tours, avec le compensatory pour Josh Sweat. Ouais. On a 4 5e tours. Alors, des Texans, des Falcons, je ne me demandais pas pour qui. Si les Texans doivent être Gardner Johnson, les Falcons, j'en sais rien. Et le comp pick, c'est Michael Becton. Le trade down cette année avec les Falcons. Ah oui, c'est ça. Et on a notre 7e tour. Donc, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 picks l'année prochaine. On va être pas mal. Dont 5 picks dans le top 100. Donc, ça va être sympa. Au 4e tour, on fait notre meilleur choix de la draft. Je suis comme ça. Je balance. Non, en fait, on prend Ty Robinson. Ty Robinson, défensif tackle de Nebraska, que j'avais personnellement 65 dans mon board. Donc, on le prend en 111. Donc, déjà, c'est pas mal. Et en fait, ce que j'aime, c'est la complémentarité. Ouais, Ty Robinson, c'est un gros qui sait faire du pass rush. Donc, en gros, on est en train de dire qu'à côté de Jalen Carter, on peut mettre un gros qui sait défendre la course, Jordan Davis. On peut mettre un gros qui peut pass rush, Ty Robinson. C'est ultra complémentaire. J'oublie pas Moro Jomo, mais qui va plutôt être, à mon avis, en relais de Jalen Carter plutôt qu'avec Jalen Carter. Moi, j'aime bien parce qu'il y a vraiment ce complément. Genre, tu veux nous rouler dessus avec la passe, on a une solution. Tu veux nous rouler dessus avec la course, on a une solution. Et du coup, en fait, Ty Robinson, c'est un remplaçant naturel pour Milton Williams, sachant qu'il est quand même un peu plus gros, donc il y aura peut-être moins les failles au niveau de la défense de course que pouvait avoir Milton Williams. Donc, pour le coup, évidemment, c'est un 4e tour, il n'y a aucune garantie que ça va marcher ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est absolument ultra complémentaire. Et il y a une stat que j'adore. Bon, ça ne veut rien dire, hein, mais les stats, vous savez, quand ça va dans mon sens, je les adore. Robinson est le premier joueur de Nebraska à faire 15 plaquages pour perdre sur une saison depuis Ndamukong Suh. Oh putain. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est Ndamukong Suh, hein, parce que calmos. Même si j'ai l'impression, honnêtement, pour en avoir discuté l'année dernière au truc TDA, j'ai l'impression que Suh, l'histoire l'a oublié. Les gens ont oublié ce que c'était Ndamukong Suh. On en avait parlé ensemble. Ah ouais, mais des gens parlent de Aaron Donald et tout.
Bon, Aaron Donald Ouais. est au-dessus. Aaron Donald, c'est top 5 de l'histoire. Mais les gens oublient ce que c'était Ndamukong Suh. Ah, mais sous sur ses 2 premiers contrats, c'était. Même mes défensifs tackles, c'est terrible comme on les oublie. Même les Aloti Ngata et tout. Ah, les, ouais. les gens oublient ce que c'était. Bon, bref. Donc, là-dessus, toi, on est tous les deux d'accord. Bon choix. Ouais, alors moi, tu parlais tout à l'heure du score athlétique donc sur 10, hein, 9,89, le petit bébé. Non, il est vraiment, vraiment top. Donc, super athlétique. Il a un vrai upside. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un gros upside. Donc, ça se trouve, ça pourrait devenir un starter plus. Et très vite, tu sens qu'il peut être dans la rotation. Donc, en effet, aux côtés de Davis et Ojomo. On ne sait pas si on va garder Davis, on ne sait pas si on va activer l'option de la 5e année pour Davis. C'est pas tout à fait le même profil que Davis, mais il a la masse pour. Il a un défaut qui pour moi n'en est pas un, c'est qu'il est un peu plus âgé. Il a 24 ans, si je dis pas de bêtises, il va avoir 24. Il va avoir 24 ans en mai. Mais pour moi, étant donné ce qu'on cherche, c'est très bien parce que c'est quelqu'un. On veut un contributeur. On a déjà Jalen Carter pour le sexy de long terme. Donc, non, c'est un top pick. Je suis d'accord avec toi. J'ai adoré J.A. Campbell aussi pour tout ce que ça représentait, mais j'ai vraiment kiffé Tay Williams. On arrive au 5e tour. Là, c'est un peu plus incompréhensible pour moi. Mac Williams, qui est un cornerback très petit. Donc, lui, pour le coup, il peut jouer qu'en slot. Hein. Je suis désolé, mais... Bon, moi, honnêtement, je ne l'ai pas énormément vu. Je ne vais pas mentir. J'ai vu ses tests au combine. Il est rapide, etc. Je ne trouve pas que ce soit extraordinaire. Alors après, je me suis demandé, est-ce que ça veut dire qu'on va tester Cooper DeJean à l'extérieur? Pas impossible, mais j'y crois pas. Moi, ce que je pense déjà, c'est que... déjà, il faut commencer, on n'a pas de backup en slot aujourd'hui. Donc déjà, tu as besoin d'un backup en slot et honnêtement, il répond complètement à ce cahier des charges. Est-ce qu'il a, et tu dis, s'il a un upside et que ça devient une très bonne solution en slot, et ben auquel cas, oui, ça donne la flexibilité. Cooper DeJean, on a toujours dit qu'il était génial en slot, mais il n'y a pas un doute de ta part ou de ma part sur le fait qu'il peut jouer en outside. On a quand même moins de garanties sur un poste de cornerback numéro 2 dans le présent et dans le futur. Voilà, c'est un 5e tour. Hein. Pour moi, au 5e tour, ton plancher, c'est que ce soit un backup, un contributeur en special teams et tu espères une upside. Et si tu as l'upside, bah, tu t'arranges pour que ça fasse bouger le roster. Et là, pour moi, ça correspond à ça. C'est pas le plus sexy, mais tu es déjà au 5e tour. Tu es au pick 145. Voilà, c'est là qu'on commence à rentrer un peu dans le tour de la draft quand même. Hein. Ouais, je sais pas. Quand je vois certains. En fait, il y a 2 autres picks dont je vais parler que j'ai adoré, dont un où vous n'êtes pas prêt pour ce que je vais dire. Enfin, si, toi, tu es prêt vu que tu étais dans la conversation Twitter, mais les gens qui ne sont pas dans la conversation Twitter ne sont pas prêts. Mais là, vraiment, j'ai un peu de mal, honnêtement. Bah, moi, j'attendais d'autres joueurs, on en parlait, surtout qu'il y a... il y a Embo qui sort 9 pics derrière, alors il avait peut-être un red flag médical. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'on prenne un offensive guard dans cette zone-là, surtout que ça ne bougeait pas et qu'il y avait encore quelques bons prospects. Que Embo était venu. Voilà, pour moi, il fait le job. J'espérais quelque chose de sexy encore à ce moment-là de la draft. Il se trouve qu'on a trouvé des trucs sexy à côté. Mais voilà, il y a eu des joies autour, je dirais. L'histoire pourra juger les joueurs qui sont partis un peu après. Voilà, la question, c'est est-ce qu'il est capable de vraiment contribuer en secondary. Voilà, moi, je reste quand même. C'était quand même, pour moi, un truc quand même assez sensible, hein, qui pouvait jouer en slot derrière DeJean, s'il arrive quoi que ce soit à DeJean. Là, normalement, tu as quand même un mec dont c'est le profil et dont c'est le métier. Oui, non, je suis d'accord avec toi pour le coup, mais bon, ça me fait pas rêver, mais après tout,
Est-ce qu'on doit forcément rêver dans la vie? Je ne sais pas. Au 5e tour, je ne sais pas. Au 5e tour, par contre, je vais rêver avec Smael Mondon, qui était évidemment, comme tous les linebackers de Georgia, projeté au second tour un an avant. Par les Eagles. Bon, il a fini au 5e tour, ce qui est à mon avis son niveau. Mais en fait, ce que j'aime bien sur Mondon, c'est que c'est typiquement pour moi, c'est un joueur qui est très expérimenté, très mature. Il n'ira pas beaucoup plus haut, donc il n'y a pas un plafond dingue, hein, qu'on soit clair. Mais c'est un linebacker très solide, qui fait tout très bien, qui n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire, il ne voit pas le jeu plus vite que les autres, il n'a pas un QI football extraordinaire, il est athlétiquement très bon, il tacle bien, il suit ses actions, il finit ses actions. Donc, ça ne sera jamais un titulaire, mais bien coaché par un Fangio. Tu me dis, mon linebacker remplaçant numéro 1, c'est Mondon. Ouais. Moi, ça me va. Ouais, il a le profil. Bon, d'abord, on avait besoin de drafter quelqu'un de Georgia, je pense qu'il faut le dire. On a drafté quelqu'un de Bama avec Campbell. On avait besoin de drafter quelqu'un de Georgia. Enfin, je veux dire, on est, je crois, à 16 joueurs dans le roster de Bama ou Georgia. C'est quand même assez. Et tous qui ont eu une bonne chance d'être dans les 53. Non, moi j'aime bien, surtout qu'il a un profil assez complémentaire. Il a beaucoup été QB spy à Georgia. Et on sait qu'on a un certain Jadian Daniels qui nous a quand même bien mis la misère cette année. Donc tu peux très bien l'imaginer en sub-package avec ce rôle-là spécifique. Comme tu l'as dit, même en linebacker numéro 3-4 tout de suite, en special teams aussi. Enfin, là, du coup, à contrario, c'est le profil génial à ce moment-là de la draft. C'est une valeur sûre, comme tu dis. Peu de chances qu'ils deviennent, de toute façon, avec ce qu'on a en linebacker, là, de toute façon, il n'y a pas la place pour qu'ils deviennent le mec miraculeux, mais ce n'est pas ce qu'on attend. On veut quelqu'un, un remplaçant solide, plus dans des packages. Et pour moi, c'est exactement ça. Ouais, voilà. Je pense que c'est vraiment ce qu'on attend en fait d'un 5e tour. Enfin, ça dépend. Il y en a qui vont attendre de trouver le joueur exceptionnel, machin. Ça arrive, hein, mais un sur combien? Moi, au 5e tour, j'attends surtout de trouver des bons remplaçants, honnêtement. Autre choix du 5e tour, alors qui était beaucoup apprécié par les observateurs, moi je dois avouer que je n'ai pas d'avis, c'est Drew Kendall, le centre de Boston College, qui est un joueur là aussi extrêmement expérimenté, qui a été annoncé, si je ne dis pas de bêtises, comme center/guard au moment de son annonce. Donc voilà, c'est bien. Il fallait de la profondeur au niveau de la ligne offensive. On n'avait pas vraiment de centre remplaçant. Donc voilà, ça ne me fait pas sauter au plafond, mais c'était nécessaire. Les gens ont l'air d'apprécier le profil. Ça a l'air d'être un peu comme Mondon, c'est-à-dire pas un énorme plafond, mais par contre, peut faire le taf de nombreuses années en NFL. Moi, ça me va. Ouais, et on avait besoin de profondeur en ligne offensive et on avait besoin d'un vrai backup centre. Aujourd'hui, on n'avait que Landon Dickerson pour glisser au centre. On a vu que ça, quand même, pendant les playoffs, on a eu quelques sueurs froides contre les Commanders autour de ça. Donc là, on a un vrai backup center. On a perdu McMahon. On n'avait pas gardé dans le 53 qu'on s'est fait piquer pendant les coupes. Là, tu te dis quand même qu'il y a le profil qui va bien. Ça peut être le mec de profondeur sur la ligne qui sera capable de dépanner. Et comme tu dis, il a le profil idéal pour ça. Au 6e tour, on prend Ken McCord, quarterback de Syracuse, qui était, vous l'avez peut-être connu à Ohio State, où il a été une déception. Et il est parti à Syracuse, où il a été plutôt très bon. D'ailleurs, je crois que ça a été le lanceur le plus productif de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est bien. C'est bien. Franchement, quarterback 3, c'est bien. C'est le quarterback 3 qui a de grandes chances qu'on espère devenir quarterback 2. Voilà. Sachant que Tanner McKee, il est à sa 3e année. Et puis, sachant que Jalen Hurts va se blesser et que Tanner McKee, en 6 matchs, il va faire 14 touchdowns pour 2 interceptions et que l'année d'après, il va être échangé contre un 2e tour au New Orleans Saints. premier. Ouais, tu vois, c'est compliqué.
Ah non, Donc, mais bon, c'est bien d'avoir un troisième voilà, quarterback. prendre un backup quarterback au 6e tour avec le nombre de picks qu'on avait en jour 3, voilà, bonne valeur. J'allais dire, tu as toujours le truc, est-ce que tu veux un QB comme Hurts? Bah là, c'est plutôt un QB comme McKee, dans le style, hein, c'est pas le runner. Ce qui est bien, c'est que clairement, hein, tu l'as dit, hein, en tout cas, c'est quand même un passeur qui a le bras et qui a pas peur de faire les passes. On a les receveurs pour l'aider normalement. Ouais, pas beaucoup plus à en dire. On peut dire que la dernière fois qu'on a drafté un joueur de Syracuse, c'était Donovan McNabb. Voilà, pour la petite. C'est vrai. Il n'y en Voilà. a pas eu depuis? Bon, oui, non, en même Syracuse, en temps, tout cas, pas de quarterback. Et de Syracuse, de toute Syracuse tout façon. court, ça, voilà. En tout cas, J'aurais je aimé crois que voir c'est Syracuse. voilà, voilà. Voilà, petite chanson que les plus de 30 ans connaîtront. Et puis, de toutes les façons, c'était ça au Shader Sanders. Donc, Ah putain, mais tellement content qu'on l'ait pas eu. Ah, je vous jure, là par contre, quand j'ai vu qu'on s'était fait court-circuiter pour Sanders, j'ai été l'homme le plus heureux du monde parce que vraiment, ça m'aurait cassé les couilles, le cirque médiatique. ça aurait Là, été le clan Sanders qui commence à dire non, mais mon fils, il est pas là pour être derrière d'autres mecs. Oh, ta gueule. il est meilleur que Jalen Hurts. Quand même, on Ah, a vécu un grand moment, quoi. Les Browns qui prennent un quarterback au 3e tour et au 5e tour, ils reprennent Sanders. Tu vois, ils font tous la gueule. C'est clairement le proprio qui a appelé et qui a dit vous me prenez Sanders, hein? On va pas se ouais. mentir. Sachant Oh là là. qu'accessoirement, ils ont Joe Flacco. Accessoirement, ils ont quand même un mec qui paye 35 millions garantis par an. Ah ouais. Avec un certain 40, Deshaun Watson. 40. Ouais. Là, il fait pas 230 sur 4? Si, t'as raison. Ouais, même 5. Ouais, bon, bref. Écoute, ils ont tradé 5 pics, ils ont donné 230 millions à un violeur. C'est leur problème. Au poste de tackle, on a fait une petite doublette avec Miles Hinton et avec Cameron Williams. Alors, Miles Hinton, vous avez aimé Jack Driscoll, vous aimerez Miles Hinton. Pareil, pas gros plafond, mais il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Ouais, il a joué les 2 postes à Michigan, ce qui est assez cool. Voilà. Et là, on arrive à Cameron Williams. Cameron Williams, c'est un joueur qui a joué toute la saison blessé, ce qui explique sûrement pourquoi il est passé du 4e au 6e tour. C'est un être humain absolument massif. Il coche toutes les cases physiques. Il a vraiment un potentiel dingue. On l'a vu sur le terrain, un peu moins l'année dernière, c'est vrai, mais bon, quand tu joues toute la saison blessée, c'est compliqué. Par contre, techniquement, il y a tout à travailler. Mais tout. Les mains, les jambes, tout ça. Donc, je vais vous expliquer. La dernière fois qu'on a fait ça, monstre athlétique, mais tout a travaillé techniquement. Bon, c'était un peu différent parce qu'il n'avait jamais joué un snap de foot américain dans sa vie. C'était Jordan Mailata. C'était un certain Jordan Mailata. Donc moi, je vous l'annonce, Cameron Williams, vous n'allez pas le voir sur le terrain en 2026, vous n'allez pas le voir sur le terrain en 2027, et à la première semaine de 2028, c'est notre tackle droit titulaire pour les 15 prochaines années à venir. Voilà. Et donc Hall of Famer. Et donc Hall of Famer. Je ne sais pas. J'ai dit titulaire. Calme-toi. J'ai fait l'erreur du Hall of Fame une fois. On va se calmer. Non, mais trêve de plaisanterie. Il y a évidemment 60-70% de chances que ça ne marche pas. On est d'accord. Des mecs, des monstres athlétiques qui ne deviennent jamais des joueurs de foot, on en a vu plein. Mais honnêtement, il y a un monde, quand tu es coaché par Stoutland, il y a un monde dans 2-3 ans où c'est un titulaire. Ça ne me choquerait pas. C'est ça, et tu peux dire que, il y a le ramp-up, hein, et donc a priori, si on est parti de Mailata, là, c'était quand même un tackle de Texas, donc je veux dire, avec ses qualités, ses défauts, tu pars pas de la ligne de base Mailata, et comme tu dis, c'est le prototype. On a Stoutland, on parle beaucoup de Mailata, mais Stoutland, il a fait du bien à énormément de joueurs, Beckton l'année dernière. Donc voilà,
Je suis d'accord avec toi, c'est un projet 2 ans. Ce qui va juste être chiant, c'est de savoir si on le garde sur les 53, comme on avait fait au final sur Mailata. Est-ce qu'on lui fait une fake hier la première année? Bref, j'allais dire la seule question, ça va être de savoir comment le gérer et comment pas le perdre pendant 2 ans parce que comme tu dis, c'est un La, prototype. la Je première fais année, Malaita, on ne le met pas en IPP. si, je crois, ouais. Mais bon, forcément, au tout début, personne n'en parlait. Mais je crois qu'il commence en IPP, Malaita. Alors, IPP, pardon, c'est. Non, non, ah non, non, non. C'est. Non, non, il est dans les Hein 53. Non, non, il Première est sur année? les 50. Ouais. Ok. L'IPP, pardon, pour ceux qui suivent, notamment les joueurs français, dans le Practice Squad, vous avez un spot réservé aux joueurs internationaux. Donc, c'est International Pathway Program. On a eu notamment très longtemps Léo, le defensive end, et qui d'ailleurs est devenu un coach chez nous, par contre. Qui est coach dans le coaching staff sur les. Voilà, donc c'est quand même une belle opportunité parce qu'il n'a pas pu goûter à la NFL en tant que joueur, mais il a pu devenir coach en NFL, ce qui est quand même pas trop mal. Ouais. On va finir avec, toujours dans le tour 6, Antoine Powell-Ryland, joueur ultra, méga, giga productif, hein, puisque avec Virginia Tech, il a fait littéralement 16 sacs sur la saison dernière ou les 2 dernières saisons, je ne sais plus. Non, il a fait 16 sacs en 24, 9 sacs et demi Oui, en c'est 23. ça. Il a fait 25 sacs en 2 saisons, ouais, c'est ça. Au niveau universitaire, c'est. Non, mais c'est débile. Alors après, bon, il rentre pas exactement dans les cases. Il est un peu léger, il est un peu petit. Il risque de souffrir en NFL parce que la NFL, c'est quand même le niveau au-dessus. Et en termes de puissance, c'est pas sûr qu'il puisse rivaliser. Je pense que, par contre, il a une énorme chance. C'est qu'en fait, il va être naturellement, vu son physique, le remplaçant de Nolan Smith. Et il va pouvoir apprendre derrière Nolan Smith. Et on sait très bien que ces edges un peu rapides, même si tu manques de puissance, tu vois, sur les snaps qu'il aura, il suffit que tu l'aies oublié, que tu aies oublié d'assigner un mec sur lui. Bah, c'est autoroute vers le quarterback. Hein. C'est fini. Donc c'est pas. Voilà, ça sera pas un edge pour tous les jours, entre guillemets, pour toutes tes actions, pour tous les systèmes. Mais des moments où tu veux mettre la pression, où tu veux blitzer, où tu veux des choses comme ça, etc. C'est pas inintéressant d'avoir un joueur comme ça qui a et le physique et la production. Non, mais c'est à la tête, t'arrives, hein, t'es sur la fin du 6e tour. C'est le mec a beaucoup de production, comme tu le dis, on a cette école des undersized athlétiques là. Et voilà, il a de qui apprendre. On avait vu Nolan Smith qui était pourtant un premier tour, ça a mis un peu de temps pour qu'il s'adapte lui aussi à la NFL. On voit les résultats que ça donne. Là, ça va un peu être la même histoire. Mais très bien, enfin, je veux dire, si on arrive à avoir un ne serait-ce qu'un edge dans la rotation au 6e tour, c'est génial. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que ouais, il y a eu du bon et du moins bon. Je pense que le 6e tour a été quand même assez extraordinaire. Tout étant relatif, évidemment. Par ailleurs, on reviendra vers vous, évidemment, au moment des camps pour commencer à projeter un peu l'effectif, les 53, etc. Bon, aujourd'hui, sans surprise, on a toujours un effectif top 5, top 3 de cette ligue, comme vous voulez, voire même plus haut. Hein, vous pouvez, mais je pense que on est là avec Détroit, on est là avec d'autres équipes très complètes. Mais voilà, je pense que c'est une bonne draft. Ça aurait pu être très bien si on ne s'était pas fait court-circuiter. Je pense. Est-ce que c'est Howie qui a mal géré? Est-ce que c'est que les gens ne veulent plus trader avec lui? Est-ce que c'est les deux? Je n'en sais rien. Faut se rappeler aussi que Howie, il a eu des mauvaises drafts aussi, hein, parce qu'on a tendance à rappeler les bonnes drafts récentes, mais il y a eu des cagades. Hein, on en a eu. Évidemment, Jalen Reagor, petit ange parti trop tard. On pense à toi. Parti trop tôt dans la draft, en tout cas. Parti trop tôt dans la draft.
On rappelle que le pick d'après, c'est Justin Jefferson. Voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu et je pense malgré tout que ça reste une très bonne draft. Non, mais c'est là où on fait le disclaimer. Hein. Une draft, et d'ailleurs, je le ferai peut-être sur Twitter. Est-ce qu'on le fera sur un épisode podcast? Une draft, c'est bien de la juger 3 ans après. Bien sûr. Donc évidemment, voilà. Mais sinon, si on ne pouvait pas dire tout ce qu'on pense de la draft 2 jours après, on ne serait pas là. Moi, il y a un point que j'aime bien plusieurs fois, c'est que notamment côté défensif, tous les défenseurs, tu vois leur place dans le roster, tu vois leur place par rapport à comment on joue. Et ça n'a pas été forcément le cas il y a quelques années, là, depuis c'est là. Et puis voilà, là, il y a une vraie sérénité là-dessus. Je suis d'accord. Il y a une continuité, il y a un plan et c'est assez clair. Et on aura encore plus de picks l'année prochaine dans une draft qui, à mon avis, sera un petit peu plus fournie. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Et après, il ne faut pas oublier un truc. Hein, cette année, on draftait en 32. Hein, ça handicape un peu. Hein. Le problème, c'est que l'année prochaine, on draft encore en 32. Quoi. Merci. C'est ça qui est un peu chiant. C'est là où je voulais en venir. Hein. C'est ça qui est un peu chiant, mais bon, tant pis. Hein, c'est comme ça. Voilà, on choisit pas toujours. Il y a des efforts à faire. Exactement. Merci François. Merci à toi. Et évidemment, on se retrouve, je pense, mois prochain. Enfin, tu vas me dire, on est le 30 avril, donc forcément, on se retrouve le mois prochain. Mais on va commencer à discuter des camps qui commencent début juin pour les Eagles, si je dis pas de bêtises. Que j'ai en tête, j'ai plus la date, mais... En général, on est dans les derniers. De toute façon, on aura très probablement des petits mouvements de roster là début mai, hein, puisque maintenant les signatures ne vont pas compter contre les pics compensatoires. Il y a un sujet, voilà, notamment. Va y avoir un petit sujet Titan, on s'attendait tous à en drafter un. Donc maintenant, est-ce que Dallas Goedert va signer un contrat restructuré? Donc, je pense qu'on aura l'occasion de repapoter de ça. Là, on a parlé de ceux qui venaient, il y en avait déjà pas mal. Et je pense qu'on aura un petit focus Titan, soit en ouverture de camp, soit quand les choses se décanteront un peu au propos de Dallas Goedert. Voilà, on va avoir des petits sujets sympas. Et puis Victor, je crois que tu dois toujours un podcast à certains collègues. Je sais, mais je suis débordé, moi. Écoute, Là, je peux pas, tu vois. Le 1er mai, 2 mai, 3 mai, je dois m'entraîner pour ma compète de golf. Le 4, j'ai la compète. Putain, trop de boulot, mais oui, je sais. De toute façon, Greg, il t'écouterait pas en ce moment. Il est sur son PSG Arsenal. Là, mais Greg, il a jamais écouté un épisode. C'est un escroc. Hein. Et puis le mec, avec ce qu'on le paye. Il n'est pas dispo parce qu'il y a le PSG. Il n'est pas dispo parce qu'il y a la Champions League. Bientôt, il va nous dire qu'il y a la Coupe du Monde des clubs confédérés, je sais pas quoi. Là. Bon, c'est bon, quoi. Hein. Bon, on se comprend. Bon, merci à tous en tout cas et passez une très bonne journée. Salut. Ciao, ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.